Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette édition d'information. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information aujourd'hui, nous l'ouvrons par le Rwanda où un nouvel élément a été publié donc ce 25 octobre 2018. L'élément en question est une vidéo qui concerne le génocide rwandais et qui incrimine l'armée française. Que se passe-t-il donc dans cette vidéo? Élément de réponse dans ce reportage signé par Khalid Mahama. Durant quelques secondes, la vidéo démontre le rôle de l'armée française au Rwanda pendant le génocide des Tutsis et Hutus. Ici, on peut voir le chef des opérations de l'armée française au Rwanda, le colonel Jacques Rosier, recevoir une information alarmante de son sergent-chef. Celui-ci lui faisait savoir le 28 juin 1994 que des Tutsis se faisaient massacrer. Aussi, que leur guide pourrait être un génocidaire. Il faut voir, hier on était, je ne sais plus quel patin, là. Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout, des mecs se trimballaient avec des morceaux de chair arrachés. Enfin, Après être informé, le colonel Jacques Rosier n'a donné aucun ordre d'intervention. Ce n'est qu'après plusieurs jours de massacre que l'armée française a intervenu. L'ONU leur avait imposé un mandat pour empêcher cette tuerie. En guise de rappel, le génocide rwandais s'est déroulé entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Une guerre déclenchée après l'assassinat du président rwandais Juvénile Habyarimana. Un affrontement qui a causé la mort de plus de 800 000 personnes. Au Soudan du Sud, 5 prisonniers politiques et de guerre ont été libérés. Au Soudan du Sud, leur libération est la mise en œuvre de l'accord de paix signé en septembre dernier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ceci pour ramener la paix dans le pays. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre 2 ans après l'indépendance du Soudan en 2011 lorsqu'un conflit entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar à l'époque a éclaté en affrontement armé. Et plus de 50 000 personnes ont été tuées dans ces violences et plus de 2 millions de personnes ont été contraintes à fuir leur domicile. En dépit de l'accord de paix, un témoin a déclaré que les 5 hommes libérés ne figuraient pas parmi les membres les plus importants de la principale faction rebelle dirigée par Machar, comme convenu dans l'accord de paix. Après le Soudan du Sud, nous allons cette fois-ci au Soudan, c'est le Soudan voisin. Le président de l'Égypte, Fattah al-Sisi, était donc en visite officielle au Soudan et il a été accueilli par son homologue Omar el-Béchir. C'était donc une visite d'une journée durant laquelle les 2 hommes ont signé plusieurs partenariats. Les détails avec Khalid Mahama. La visite d'Abdel Fattah al-Sisi chez Omar el-Béchir a donné naissance à de multiples accords. 12 mémorandums d'entente et un programme destiné à renforcer la coopération entre le Soudan et l'Égypte. Sont là les accords paraphés par les 2 pays. Parmi ces accords, la signature d'une décision annulant l'interdiction d'importer des produits égyptiens sur le sol soudanais. En outre, la connexion des réseaux électriques et la mise sur pied d'une liaison ferroviaire entre les 2 États. Selon al-Sisi, ces accords ouvrent des horizons plus favorables pour améliorer les relations bilatérales. Il faut dire que cette volonté de rapprochement, après plusieurs mois de tension entre le Caire et Khartoum, avait été affirmée par les présidents al-Sisi et Béchir le 19 mars dernier lors d'une rencontre au Caire. À titre de rappel, la relation était en mal entre les pays depuis 2017. Pour cause, le président soudanais a accusé l'Égypte de soutenir ses opposants dans des zones de conflit à l'instar du Darfour. Sans oublier la bataille sur la souveraineté du triangle de Halaïb, géographiquement situé à côté de la mer Rouge, dans une région frontalière riche en minerais. En Guinée-Conakry, le président de la République, Alpha Condé, rencontrera donc ce samedi 27 octobre 2018 une délégation de la coalition de l'opposition togolaise. Cette rencontre prévue donc à Conakry aura pour objectif de tenter de sortir le pays de Fort Gnassingbé de la crise politique dans laquelle elle est plongée depuis quelque temps. Déjà, c'est un reportage signé par Lydia Ndendi. La Guinée joue sa partition médiante dans la crise togolaise. Alpha Condé rencontrera samedi à Conakry
une délégation de la coalition de l'opposition C14 appelée à s'engager dans une démarche constructive. C'est ce qu'on retient d'un courrier adressé jeudi aux leaders de ce groupement par la représentation permanente de la CEDEAO au Togo. Un avion sera d'ailleurs spécialement dépêché à Lomé pour conduire la délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise à Conakry. Il est prévu que le président guinéen conseille à ses opposants togolais de rejoindre rapidement la commission électorale et de contribuer ainsi à la mise en œuvre du processus électoral devant conduire aux législatives du 20 décembre prochain, scrutin au cours duquel ils devront formuler leurs exigences et se donner tous les moyens pour les réaliser. Le co-facilitateur devra également y évoquer la feuille de route dont la mise en œuvre divise le pouvoir et la coalition des 14 partis politiques. Cette autre séance de pourparlers intervient 2 jours après la sortie de la coalition de l'opposition qui exige que le pouvoir de Fonia Simé a mis en échec la résolution pacifique de la crise. C'est ce qu'ils estiment en tout cas. Cette rencontre de concertation se tiendra sous la houlette de la CEDEAO qui mène une mission de conciliation pour mettre un terme à la crise politique au Togo. La CEDEAO serait active pour une meilleure coordination de la mise en œuvre des recommandations devant sortir le Togo de la crise sociopolitique qu'il traverse depuis plus d'1 an. Au Cameroun, le président Paul Biya a été réélu pour un mandat de 7 ans. Sa réélection a donc été confirmée ce 22 octobre 2018 par la Cour constitutionnelle. Pour ce faire, certains partis de la majorité présidentielle se sont donc réunis ce 23 octobre 2018 pour féliciter le président Paul Biya pour ce nouveau septennat. C'est un reportage signé par notre correspondant depuis Yaoundé et Patrick Iya. Féliciter le président Paul Biya pour sa brillante réélection à l'issue de la proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. C'est ce qui explique la sortie médiatique des partis politiques de la majorité présidentielle, présenté par Bochon Elhadj Lawan Bako. Thank you very much. Je te dis, appelez tous nos Camerounais de rester calmes parce que c'est notre pays, on ne fait pas accepter actes des autres. C'est notre pays, on va préserver notre paix. Camerounais, s'il vous plaît, restez calmes. Le groupe du 23 octobre a également profité pour féliciter non seulement les autres candidats dont la participation à cette présidentielle était une preuve, s'il en est encore besoin, de démontrer que la démocratie camerounaise est en bonne marche. Ils en ont profité pour les exhorter aussi à faire preuve de loyauté en acceptant le verdict des urnes et à mieux se préparer pour les prochaines échéances. Le groupe du 23 octobre félicite également les Camerounais dans leur ensemble pour avoir exercé leur devoir citoyen en votant le candidat de leur choix lors de cette élection. Ceci dans un climat de sérénité et de paix. Il leur demande aussi de rester calmes et évitant tout acte qui pourrait compromettre la paix et la sécurité qui règnent dans le Cameroun. Elections Cameroun n'est pas aussi en reste, lui qui a organisé ce processus électoral, ainsi que le Conseil constitutionnel qui a joué son rôle, comme le demande la loi, pour que l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions au Cameroun. À Madagascar, plus que quelques semaines et les Malgaches se rendront aux urnes pour élire leur futur président. Ils iront donc aux urnes pour choisir la personne qui représentera et dirigera Madagascar pendant plusieurs années, c'est-à-dire 5 ans. Ils devront donc choisir parmi une trentaine de candidats en lice pour cette élection prévue le 7 novembre prochain dans le pays. Ces différents candidats donc se différencient de par leur vision à l'endroit de Madagascar. C'est du moins ce que nous fait savoir Linda Dedi dans ce reportage qu'elle signe. Sortir Madagascar de la pauvreté, tel est l'objectif que s'est fixé André Rajoelina, ex-président de la transition et candidat à l'élection présidentielle à venir dans le pays. Pour y parvenir, il a dans sa gibecière plusieurs visions et projets par lesquels il pense résoudre tous les problèmes économiques existants. Chose qui lui vaut la grande confiance de ses compatriotes, lesquels sont également sûrs que Eri Rajoelina a aussi les compétences requises pour assurer la gouvernance de l'île, comme il a d'ailleurs fait durant son récent mandat. Ceci
grâce à sa capacité à redresser et développer le pays, mais également par ses connaissances et surtout son expérience à diriger. D'autant plus que ces réalisations ont été reconnues et félicitées par les bailleurs et investisseurs étrangers. Un autre candidat remarquable à cette élection présidentielle, un homme de Dieu, le pasteur Melol, qui parvient aujourd'hui à réunir un nombre estimable de partisans qui se comptent principalement au sein de son église, mais aussi parmi de simples citoyens qui semblent très intéressés par sa politique qui consiste à revendiquer la restitution des îles éparses, qui est un combat pour la vie de 22 millions de Malgaches et pour l'avenir des générations futures, un combat pour la vérité. Premier ministre en 2011 et autrefois ambassadeur de la Grande Île en France durant 11 années, Jean-Omer Beriziki compte lui aussi briguer un mandat à la tête du pays. Il dispose d'une forte expérience dans les coopérations entre les pays. Car pendant 11 années à ce poste de diplomate, il a traversé 4 régimes. Celui des Afis, de Ratsira Onana, de Ratsira Kadidié et le régime de Marc Ravalomanana de 2002 à 2006. Par ailleurs, il a été président du comité des ambassadeurs Afrique-Caraïbes-Pacifique de juin 1995 à janvier 2006. Ravalomanana Marc, doublement chef d'État malgache, notamment en 2011 et en 2006, veut lui aussi revenir aux affaires présidentielles et est justement en lice pour le prochain scrutin présidentiel. Seulement, à cette course, il semble ne pas être le bienvenu, à cause de ses antécédents restés encore frais dans les mémoires malgaches. Tout d'abord, en 2001, il s'est autoproclamé président de Madagascar alors qu'il était nécessaire de tenir un second tour. Puis en 2008, il a acheté un avion pour 60 millions de dollars, dont les 30 millions sont l'argent des contribuables du trésor public, alors que la plupart de la population sombrait dans la famine. La même année, il a eu une relation amoureuse avec la chanteuse Onja Tinondia, oubliant ainsi la femme avec laquelle il était marié. Durant sa présidence, il a monopolisé toutes les entreprises économiques sans permettre à d'autres hommes d'affaires de se développer. Il lui est également reproché un abus de position relatif au 7 février 2009, où les autorités ont abattu des milliers de manifestants près du palais présidentiel, entraînant de nombreuses victimes. 40 personnes ont été tuées, 3 sont blessées pendant des manifestations contre son gouvernement. Un autre cliché et pas des moindres, l'accordance avec la société sud-coréenne Daewoo, portant sur le transfert d'une grande superficie dans le bail et de 99 ans pour la production de maïs et de l'huile de palme. Les terres transférées représentaient environ la moitié des terres agricoles utilisables à Madagascar et les produits agricoles cultivés devaient être entièrement exportés vers la Corée du Nord. Au Mali, les autorités ont une nouvelle fois prolongé l'état d'urgence en vigueur dans le pays. Cet état d'urgence prolongé donc de 12 mois fait suite à de multiples attaques terroristes qui sont de plus en plus récurrentes dans le pays. C'est un reportage signé par Lydiane Dendi. Le Mali de nouveau en alerte jusqu'en fin 2019. L'état d'urgence en vigueur dans le pays mettra un an de plus. Ce sera effectif à compter du 31 octobre. Cet état d'urgence connaîtra de rares interruptions durant les 12 prochains mois. Cette décision a été adoptée en Conseil des ministres. Elle accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles et de restrictions de circulation et de rassemblement. L'état d'urgence avait été instauré à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. 20 morts. Outre 2 assaillants tués, la dernière prolongation de cet état d'urgence a permis, entre autres, de renforcer les mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les effets des poursuites judiciaires liées à l'état d'urgence et d'accroître les actions de contrôle et les capacités opérationnelles des forces de sécurité sur le territoire national malien. Le gouvernement malien s'en est félicité.
Au Gabon, il y a eu ce 25 octobre 2018 un mouvement d'humeur à l'ambassade du Mali au Gabon. Et donc, les Maliens résidant dans le pays d'Ali Bongo sont mécontents de la manière dont leur ambassadeur les traite justement dans ce pays-là qu'est le Gabon. C'est un reportage signé par nos correspondants Fatih Raine et Aline Marcelin depuis Libreville. C'est jeudi 25 octobre qu'un mouvement d'humeur a eu lieu à l'ambassade du Mali au Gabon, avec pour raison la dénonciation par des Maliens de tous les actes déplacés posés par Madame le nouvel ambassadeur du Mali au Gabon. Les représentants des hommes qui expriment leur ras-le-bol n'ont pas manqué de le faire savoir à notre micro. Il est question de revendiquer nos droits. Depuis que notre ambassadeur est là, l'ambassadrice Amikan, on l'a accueillie comme une présidente ici. Quand elle a tabassé nos jeunes, les images sont là-bas et tout ça, on a laissé ça. Elle a pris des décisions que les heures supplémentaires sont coupées à l'ambassade. Et les dimanches font partie des jours supplémentaires. Donc quand il y a les mariages les dimanches, les gens ont refusé de venir célébrer les mariages parce que les heures supplémentaires sont coupées. Et aussi le dépôt des cartes consulaires ou des passeports. Les gens qui ne sont pas présents sur le territoire, c'est à Libreville. Par exemple, quand tu es à Lambaréné ou Port-Gentil, il va falloir que tu prennes l'avion ou le bateau, 60 000 ou 110 000 ou 200 000 pour venir saquer à une carte consulaire qui coûte que 4 000 francs. Moi, je crois que ça, c'est pour encore enfoncer les problèmes des Maliens. Et avant ça, on lui a adressé 3 lettres. La première lettre, elle a refusé de répondre. Deuxième lettre, pareil. Donc, on a dit, comme elle ne veut pas nous répondre, on va se faire entendre. Voilà pourquoi la présence de ces Maliens à l'enceinte de l'ambassade aujourd'hui. C'est pour nous adresser finalement à notre chère autorité malienne depuis Bamako pour lever le petit doigt. Au moins maintenant venir au secours des Maliens du Gabon. Venir voir sur place ce qui se passe au Gabon. Parce que je pense qu'il n'allait pas avoir l'ambassadeur au Gabon s'il n'y avait pas de Maliens au Gabon. Donc elle est venue pour nous. Depuis qu'elle a constaté que les Maliens sont présents à l'ambassade, elle a commencé d'abord à donner l'ordre aux gardiens maintenant de boucler tous les portes de l'ambassade. Mais finalement, on va où? L'ambassade, c'est chez nous. C'est chez nous. L'occasion faisant le larron, la représentante des femmes présentes a tenu à dire leur indignation face à celle qui était pour elle une vraie maman. Il y a des responsables des Maliens là-bas. On réunit les papiers, on donne à les responsables, ils envoient à Libreville. Quand on fait A4, quand ça arrive en province, on te remet A4. Mais elle dit plus jamais ça. Il faudrait que tu te déplaces. Exemple, moi, mon papa, il est à Mwanda. S'il veut faire sa pièce, peut-être qu'il n'a pas l'argent pour se déplacer. Le train aller-retour, ça fait 80 000. S'il n'a pas l'argent pour venir, donc il serait sans papier. À cause d'elle, on ne peut pas accepter ça. Il faudrait qu'elle nous réponde ou bien elle bouge. C'est deux choses. Nous, on a déjà signé ça, on ne veut pas. Au finish, l'ambassadeur qui continue à faire la sourde oreille face aux revendications légitimes de ses ressortissants aura assurément du pain sur la planche. Au Bénin, donc, les anciens chefs d'État nigériens et béninois ont animé ce 24 octobre 2018 une conférence sur la traite négrière. Ils ont également fait un appel aux chefs d'État africains pour la paix durable dans tout l'ensemble du continent africain. C'est un reportage signé par Junior Wafo. Si nous oublions le passé, les probabilités sont fortes pour que nous répétions les mêmes erreurs du passé. L'esclavage et la traite négrière ont un fort impact sur notre développement aujourd'hui. Telles étaient les paroles d'Olusegun Obasanjo dans la capitale béninoise ce mercredi 24 octobre. Renchéris par ceux de l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo, ces propos illustrent le lien indéniable entre l'histoire du continent et son développement. Pour les deux anciens chefs d'État, l'Afrique ne saurait se développer si elle ne fait pas un retour en arrière sur cette période sombre de son histoire, marquée par des décennies de traite négrière. Ayant causé la mort de milliers d'Africains, ces derniers recommandent aux dirigeants du continent l'institution d'une journée internationale de la traite négrière et de son abolition, qui pour eux serait un grand pas vers une paix durable. À cet effet, la date du 23 août a été proposée et si elle est retenue par l'Union africaine, elle devait être fériée pour tous. Au Zimbabwe, l'armée a donc arrêté 170 faussaires spécialisés en fausses monnaies sur le marché noir.
Ceci dans le cadre d'une campagne contre le commerce illégal de devises qui, selon elle, a entraîné une hausse des prix des produits importés. Et cette importante prise intervient quelques jours après la suspension par la Banque centrale de 4 de ses administrateurs du premier plan soupçonnés d'être impliqués dans des transactions sur le marché noir. Un jeune stratège en communication engagé par le ministre des Finances a dénoncé l'implication présumée de la Banque centrale dans les transactions sur le marché noir de la monnaie. 3 jours après cette sortie, William Mutumanje, connu sous le nom d'Assi Lubumba, a été licencié à sa capacité à occuper la fonction et a été remis en question. Il avait prétendu qu'il avait un clivage entre le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, et son vice-président Constantino Chiwanga. Il a également menacé de dénoncer un homme d'affaires qui financerait le gouvernement ainsi qu'un homme qui, selon lui, était derrière des cartels importants. Au Ghana, le conseil de l'université de Kwame Nkrumah a donc été dissous après les émeutes de Jamboree, une dissolution qui intervient à la suite de violentes manifestations enregistrées lundi dernier. Un comité intérimaire de 7 membres a été nommé pour gérer les affaires courantes. Il est également chargé de rouvrir l'université dans les 14 jours pour permettre la reprise des cours. Les troubles ont commencé il y a 7 jours à l'université Kwame Nkrumah, qui se trouve dans la 2e plus grande ville du Ghana, à Kumasi. 11 étudiants ont été arrêtés par la police après avoir participé à leur fête habituelle de fin de semaine, connue sous le nom de Jamboree, que les autorités universitaires avaient récemment interdit. Les manifestations pacifiques ont dégénéré, ce qui a entraîné la fermeture indéfinie de l'université mardi dernier. Le comité intérimaire a 3 mois pour gérer les affaires et les ramener à la normale. Le recteur de l'université a été licencié, mais les autorités disent qu'il restera en fonction jusqu'à ce que le comité intérimaire prenne une décision finale. En Ouganda, nous parlons de santé, plus particulièrement de paludisme. Le paludisme est donc une maladie tropicale qui sévit en Afrique, plus particulièrement en Ouganda. Et donc, dans ce pays-là, de Yoweri Museveni, une jeune femme a mis sur pied un produit justement pour empêcher les piqûres de moustiques et justement contenir ou prévenir la maladie du paludisme. C'est un reportage signé par Junior Wafo. Il existe désormais un savon anti-moustique en Ouganda pour éviter de contracter le paludisme. Joanne Nabulega est la femme qui a eu l'idée de la création de ce savon. Élevée dans un orphelinat, la jeune entrepreneur l'est devenue grâce à une fondation nigériane qui a cru en son projet et l'a financé à hauteur de 5 000 $. C'est ainsi que la fabrique de savon anti-palu a pu voir le jour. Comme de nombreux enfants ougandais, Joanne Nabulega a subi dans son enfance des crises de paludisme et c'est fort de cette expérience personnelle qu'elle décide de lancer son entreprise pour aider les autres. Quand j'étais enfant, je souffrais souvent de paludisme. J'ai donc grandi avec cette motivation qui est de lutter pour prévenir cette maladie. C'est ainsi que je suis entrée à la Social Innovation Academy pour me former. Même si cela me semblait impossible, j'ai trouvé les moyens d'y parvenir. Mais pour que son produit soit accessible aux plus démunis, elle est obligée de le vendre plus cher dans les hôtels et aux touristes. Dans un pays où le paludisme est la première cause de mortalité, les populations se disent très satisfaites par le savon de Joanne. Avant de commencer à utiliser ce savon, les enfants étaient régulièrement atteints de paludisme. Ils avaient le matin plusieurs marques de morsures sur le corps dues à des piqûres de moustiques. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me bats plus pour acheter des médicaments. Rappelons qu'en 2017, au moins 5 000 Ougandais sont morts de la malaria et 40% des visites dans les hôpitaux concernent des patients atteints de paludisme. Et selon l'OMS, dans son rapport de 2016, 216 millions de cas dans 91 pays ont été détectés, soit 5 millions de cas de plus qu'en 2015.
Nous ouvrons la page étrangère dans ce bulletin d'information et nous l'ouvrons par la Jordanie où il y a eu de grandes pluies diluviennes dans le pays. Une route s'est donc effondrée sous l'effet des pluies torrentielles qui tombent dans le pays depuis jeudi dernier. Ces intempéries ont provoqué l'accident d'un bus et qui transportait des écoliers et au moins 8 personnes mortes ont été enregistrées dans cet accident selon les autorités. L'eau continue de couler dans ce ravin à proximité de la mer morte. En contrebas, les secours tentent de retrouver des survivants. Ce bus scolaire a été emporté par les eaux un peu plus tôt dans la journée. Dans cette région située à moins de 420 mètres au-dessus du niveau de la mer, les intempéries peuvent provoquer une montée des eaux très rapide et des glissements de terrain. Et nous terminons par la France où le taux de chômage a augmenté de 0,4%. Quelques 21 700 nouvelles personnes recherchent un emploi ces 3 derniers mois. Sur l'année, le nombre de chômeurs a augmenté de 0,6%. Pour le 3e trimestre de 2018, Pôle emploi comptabilise en France, département d'outre-mer compris, 59 635 millions de chômeurs. Et si on ne considère que la catégorie A, à savoir les personnes sans emploi et tenues d'en chercher un, leur nombre a augmenté de 0,4% sur les 3 derniers mois. La situation est toujours difficile pour les personnes ayant une activité réduite. Leur nombre augmente de 2,1% ce trimestre et de 2,7% sur l'année. En France métropolitaine, les femmes sont les plus touchées et par rapport aux hommes, et ce sont les seniors de plus de 50 ans qui connaissent la plus forte hausse avec 0,7% au dernier trimestre, soit une augmentation sur l'année de 3,1%. Quant aux chômeurs de longue durée, le nombre est en hausse de 6,4% sur un an. Et cette tendance s'explique par le ralentissement de la croissance au cours des 2 derniers trimestres. C'est sur ce que nous mettons un thème à cette édition d'information en langue française sur Afrique Média, la dernière de la semaine. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.